Bonjour, bienvenue dans Lumière intérieure, je pourrais plutôt dire cette semaine musique intérieure, car notre invité est un incroyable compositeur dont la musique a bercé toute une génération, dont je fais partie. Si je vous dis Le Grand Bleu, vous l'avez reconnu, il s'agit d'Éric Serra. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Et pour nous parler et reparler de ce Grand Bleu, ce film culte de Luc Besson, c'était il y a plus de 30 ans maintenant, 1988, qui repart en tournée parce qu'il y a une envie de Grand Bleu finalement dans l'audience. Il repart en tournée grâce à des ciné-concerts. Donc vous partez donc à partir du printemps là faire des ciné-concerts. Donc expliquez-nous un petit peu et expliquez-nous d'où est revenue cette envie de Grand Bleu. Alors, à l'origine, je dois avouer que ce n'est pas mon idée, c'était une idée du producteur Gérard Drouot, et qui me parlait de ça depuis 3-4 ans avant qu'on monte le projet. Hein. Donc maintenant, ça doit faire 6 ans. Puisque c'est lui qui produisait les ciné-concerts en France, les quelques ciné-concerts qui ont déjà eu lieu en France. C'est un concept qui est né à peu près vers la fin des années 2000. Et jusqu'à présent, tous les ciné-concerts étaient des films américains, premièrement. Deuxièmement, avec une musique exclusivement symphonique. Et donc, c'était un orchestre symphonique au pied de l'écran qui jouait la musique. Ça vient de la période du muet en fait, hein, au départ, quand il y avait plus ou moins, quand il n'y avait pas de bande originale dans les films, quand il n'y avait pas de son. Oui, c'est un peu un retour, enfin la boucle. Un retour vers le futur. Mais donc ce concept-là date de fin des années 2000 et apparemment ça a de plus en plus de succès. C'est-à-dire qu'apparemment les gens adorent ce concept. Mais moi personnellement, j'étais pas convaincu. C'est-à-dire que je ne voyais pas l'intérêt. Je me disais, mais attends, soit tu vas voir un film, soit tu regardes des musiciens. Mais tu ne fais pas les deux en même temps. C'est-à-dire que si tu regardes le film, tu ne vois pas les musiciens. Et si tu regardes les musiciens, bah, tu rates la moitié du film. Enfin bref, ça me paraissait même... Le Grand Bleu, c'est aussi votre musique. C'est clair, ça va ensemble. Il y a une telle osmose entre ce film, les images et le son. Oui, mais ce n'est pas la question. C'est que, quelle que soit l'importance de la musique dans le film, je trouvais le concept absurde. Je sais que, par exemple, Luc Besson, quand il entre dans une salle de cinéma, le moindre petit panneau de sortie de secours dans un coin, ça le dérange parce que c'est une petite lumière qui le perturbe, qui ne devrait pas être là parce qu'il faut qu'il n'y ait que l'écran. Selon cette façon de voir les choses, avec laquelle je suis assez d'accord d'ailleurs, je ne comprenais pas le concept, quoi. Et un jour, donc pendant des années, je disais à Gérard, bah, non, moi ça ne m'intéresse pas. Jusqu'au jour où il m'a invité même à venir voir un ciné-concert pour que je me rende compte, et c'était à l'époque Titanic. Je suis allé voir donc le ciné-concert, j'ai vu le film, je regardais l'orchestre symphonique, et à la fin je lui ai dit, écoute Gérard, ouais c'est super, mais ça confirme ce que je pensais. Pour moi il y a un paradoxe, quoi, c'est-à-dire que on peut pas regarder les deux en même temps, donc j'ai encore résisté. Et puis à chaque fois que j'en parlais autour de moi, tout le monde me disait « Oh ouais, vas-y, fais-le, ce serait génial ». C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais le seul être sur la planète à ne pas être convaincu. Donc au bout d'un moment, je me suis dit que c'était peut-être moi qui avais tort finalement, puisque j'étais le seul à penser ça. Peut-être essayer. Et je me suis dit, on va essayer. Et c'est comme ça qu'on a monté ce ciné-concert. Et je dois reconnaître que j'avais tort. On l'a monté donc en 2018. Donc pour les 30 ans. La première était jour pour jour les 30 ans de la sortie du Grand Bleu. Et effectivement, ça a été un énorme succès et un énorme plaisir à faire et à jouer. Et du coup, c'est effectivement moi qui avais tort. Donc suite à ces deux, on avait fait d'abord on a fait la création à la scène musicale le 10 mai, je crois, 2018.
Et ensuite, on avait refait un deuxième show parce que le premier avait très très bien marché. Donc il y a eu une demande, on a fait un deuxième show au mois de juin. Et suite à ça, on a monté une tournée, une grosse tournée, en gros ce qu'on appelle les tournées des Zéniths en France. Et cette tournée avait démarré en 2020, en mars 2020. On s'est fait arrêter en plein vol par le Covid. Le confinement, voilà. le Covid. Et du coup, c'est cette fameuse tournée qui reprend là au mois de fin avril, enfin sous réserve qu'il n'y ait pas encore un nouveau confinement, mais a priori on reprend cette tournée là où on l'avait laissée en 2000. Alors la première date je ne sais plus exactement, je crois que c'est le 24 avril. Le 23 avril. 23 avril, voilà. Et vous faites aussi une tournée en Suisse et en Belgique. Hein. Enfin, vous allez même au-delà des frontières, la France. Oui. Connaissant votre musique, quand même une musique planante, électronique, enfin compliquée, ça devait être aussi compliqué à mettre en œuvre pour un ciné-concert. C'était très compliqué, oui, parce que jusqu'à présent, comme je disais, c'est que des orchestres symphoniques, ce qui est relativement simple, parce que les partitions sont écrites et que vous donnez ça à n'importe quel orchestre et ils le jouent. Ils lisent les partitions comme vous lisez le journal. Et or, la musique du Grand Bleu, c'était pas du tout le cas, puisque oui, c'était de la musique, c'était un peu l'ancêtre de l'électro, et c'est moi qui avais joué la plupart des instruments. Du coup, oui, moi je m'écris pas de partition, vu que c'est moi qui compose, j'ai pas besoin de me faire des partitions. Donc il a fallu ressortir toutes les multipistes de l'époque, écrire des partitions pour toutes les pistes. C'est vous qui avez fait ça ? Non, j'ai fait faire ça. Oui. J'ai pris et en plus distribuer donc les. Et puis distribuer les rôles, instruments, les rôles. Voilà. Or, cette musique avait vraiment pas du tout été conçue pour être jouée. Je m'étais même posé la question à l'époque, puisque à l'époque, moi, justement, je sortais de 10 ou 15 ans de carrière d'instrumentiste. Je jouais notamment longtemps avec Higelin. Et donc, j'adore la scène. Et pour moi, quand j'ai composé Le Grand Bleu, c'était typiquement une musique pas faite pour être jouée sur scène. C'était de la musique à écouter chez soi, le soir, tranquille, au calme. C'était de la musique très relaxante, très agréable, mais qui était l'inverse de la musique de scène, puisque pour moi, la musique de scène à l'époque, ce que je ressentais, c'était forcément plein d'énergie, ce qui était le cas avec Higelin. Et or, l'énergie de la musique du Grand Bleu est une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus zen. Du coup, pour moi, c'était absurde. Mais quand j'ai conçu la musique du Grand Bleu, donc c'était pas du tout pour la jouer. Du coup, je m'étais pas du tout posé la question. Je me fichais complètement que ce soit jouable ou pas. La musique assistée par ordinateur, ça vous permet de programmer ce que vous voulez. Ouais. C'est-à-dire que vous pouvez programmer même des choses impossibles à jouer. Et notamment là, j'avais programmé plein de percussions, de micro-détails de percussions qui font tout le groove de cette musique et que j'avais programmé sans me poser la question, évidemment, de c'est jouable ou pas. Je m'en fichais complètement. Sauf que là, pour créer le ciné-concert, vu que je tenais absolument à jouer la musique du Grand Bleu à l'identique, note pour note, avec les sons d'origine, etc., mais il a fallu se la poser, la question. Ah oui, c'est un énorme défi. Donc c'était rigolo parce que j'écoutais piste par piste et je disais, bon alors, admettons, ça peut être joué par un batteur à la main gauche, ça va être joué à la main droite, il lui reste le pied droit, le pied gauche, ah, ça y est, là, donc il est plein, ah, donc là, il faut un deuxième batteur, etc. Et c'est comme ça que j'ai décidé de combien il fallait qu'on soit, premièrement. Donc, et ensuite, on n'est pas très nombreux, on est 7 musiciens, je crois, sur scène. Et vous gardez quels instruments ? Vous-même ? Moi, je joue essentiellement de la basse, je joue de la guitare, je joue un peu de percussion et un peu de clavier dans ce ciné-concert. Ouais. Et je chante aussi. Vous faites encore un peu de tout, quand même. Et je chante à la fin. Par contre, derrière l'écran, c'est un peu la NASA. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des ordis dans tous les sens pour nous permettre de faire tout ça, justement. Parce que chaque morceau, justement, pour les mêmes raisons, chaque morceau, à l'origine, n'avait pas forcément les mêmes sons, puisque c'était des synthés, du coup,
à chaque morceau, là, les sons de nos instruments changent. Pas les sons de la basse, évidemment, c'est un instrument acoustique, enfin électroacoustique, mais les sons de synthétiseur ou les sons de batteurs, qui sont des batteries électroniques, à chaque morceau, ils ont des sons différents. Par moment, par exemple, Loïc, un des deux batteurs, à la grosse caisse, il a une cymbale. Enfin, à la pédale de grosse caisse, il a une cymbale. À la pédale à gauche, il a une cloche. Enfin, des trucs complètement improbables. Mais parce que le morceau veut ça. Et au morceau suivant, il a des sons complètement différents. Enfin, voilà. Et pour ça, il y a des ordinateurs backstage qui nous envoient au début de chaque morceau les bons sons dans les bons endroits, quoi. Voilà. Revenons 30 ans en arrière. Comment avez-vous composé cette incroyable musique ? Comment avez-vous travaillé il y a 30 ans, en voyant les images, en plongeant Alors, ouais, j'ai d'abord beaucoup plongé. En fait, le tout premier rapport que j'ai eu avec ce film, c'est 3 ans avant que le film sorte. Un soir, Luc Besson m'avait appelé en me disant « Viens, on va dîner, il faut que je te raconte ce qu'on va faire. » On va dîner et il me raconte Le Grand Bleu. Il avait dans la tête, il n'avait pas encore écrit le scénar, mais il l'avait déjà dans la tête. Et il me raconte cette histoire, et surtout il me parle donc de la plongée en apnée, que je ne connaissais pas vraiment. Jacques Mayol, oui. Enfin, je ne connaissais pas vraiment en tant que sport, je ne m'étais jamais intéressé à ça, donc je ne connaissais pas Mayol. Et il me parle de Jacques Mayol, etc. Enfin bref, il me raconte toute la genèse de ce film. Et il me donne une cassette vidéo, à l'époque, une VHS, qui était un documentaire de Jacques Mayol qui relatait son record à l'époque à 105 mètres. C'était son avant-dernier record, je crois. C'était une cassette purement, vraiment, qui s'adressait uniquement aux passionnés de ce genre de choses, hein. Et c'était un documentaire qui montrait la préparation de Jacques Mayol pour arriver à ce record, etc. Toute la préparation jusqu'au record lui-même. Et toute la cassette était commentée en voix off par Jacques Mayol lui-même. Et à la fin du dîner, donc, quand Luc m'avait raconté le film, où déjà j'avais les yeux comme ça me plaisait beaucoup, je suis rentré chez moi et tout de suite j'ai regardé cette cassette. Et là, ça m'a bouleversé. Ce que racontait, déjà ce que faisait Jacques Mayol, je ne connaissais pas, du coup je trouvais ça hallucinant. Et ce qu'il disait, c'est-à-dire que ses paroles là-dessus sont ses commentaires. Parce que j'ai analysé un petit peu pourquoi ça m'avait autant touché. En fait, ce qui me touchait énormément là-dedans, c'était que c'était un mélange, c'était un exploit sportif de très haut niveau et en même temps quelque chose d'extrêmement spirituel. Et ça me correspondait bien, ça me plaisait beaucoup. Parce que, en fait, moi, j'ai toujours eu un peu ces deux éléments en moi, depuis toujours, depuis que je suis né, depuis que je suis gosse. J'ai toujours été à la fois très proche de la nature, très sportif, et en même temps très rêveur, très passionné de choses un peu. Vous avez eu le sentiment d'être aidé pour cette musique ? Pour cette musique-là, que vous avez une inspiration incroyable ? Pas plus ça que vous venait pour les facilement, autres. Non, pas plus que pour les autres. Parce que c'est un sentiment que j'ai à chaque fois, ça. Le sentiment, comme vous dites, d'être aidé. Alors bon, c'est un petit peu tendancieux, mais d'être inspiré. Mais voilà, l'inspiration, vous l'avez assez naturellement. C'est quelque chose d'extrêmement mystérieux. Que moi-même, je n'explique pas. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. J'ai la chance de l'avoir, cette inspiration, sans trop de difficultés, parce que je pense que ça s'entretient et ça se travaille. C'est un peu comme le sport, hein. Plus on crée, plus on est inspiré, en fait. Donc, je me souviens avoir eu à une époque...
quand j'avais dans, je sais pas, dans les 20, 25 ans, les gens qui vous disent toujours mais t'as pas peur de perdre l'inspiration un jour, etc. Et en fait, évidemment qu'au début, quand on a commencé à me dire ça, je me suis dit oh merde, ah bon, ça peut se perdre. Donc j'avais peur. Sauf qu'à très vite, je me suis rendu compte que non, c'était le contraire. Plus je le pratiquais, tombé dedans, vous, un petit peu, quand même. Pardon ? Vous êtes tombé dedans, comme Obélix, dans l'inspiration, dans l'art. Oui, mais parce que je pense que tous les gens qui créent sont comme ça. Et plus on pratique, plus on est inspiré. Du coup, très vite, j'ai compris que non, je la perdrai jamais. J'ai pas peur de ça du tout. Je la perdrai le jour où je perdrai la motivation, ce qui est autre chose. Alors, vous disiez que vous êtes spirituel, ça tombe bien, on est sur KTO. On parlait d'apnée, on va plonger encore un peu plus pour cette deuxième partie d'émission où je vais m'éclipser, je vais vous laisser seul et je vais vous proposer 4 mots. À vous de nous les éclairer. D'accord, Éric Serra ? Je vais partir, à tout de suite. Et vous me laissez seul, oui. Donc je parle à qui ? À la caméra, là, c'est ça ? À une voix, ça sera la mienne. Okay. À tout de suite. Éric Serra, est-ce que vous êtes bien ? Toujours bien. Je suis terrorisé. Ah, on dirait pas. Allez, je vous propose mon premier mot, et c'est univers. Univers. Wow. C'est vaste. C'est le cas de le dire. Ben oui. Ben, l'univers, il y a plusieurs significations, évidemment. L'univers au sens astrologique. Astronomique ? Astronomique, plutôt, oui, pardon. Et déjà quelque chose qui me fascine depuis toujours, depuis que je suis né. L'exploration spatiale et tout ça, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré, qui m'a toujours fasciné. J'ai toujours adoré la science-fiction, parce que souvent ça parle de ça. Mais l'univers, c'est aussi... La preuve, l'insigne sur votre veste. C'est une référence à Star Trek. Oui, voilà. Ça, c'est ce que vous m'avez dit hors caméra. C'est mon appartenance à l'équipage de Star Trek, de l'Enterprise. Oui, j'ai toujours été... Vraiment, j'adore ça. Ça me fait rêver. Ça me passionne. Et de la même manière depuis que je suis enfant, quoi. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, ça me fascine d'une manière assez enfantine, quoi. Ça me fait rêver, voilà, ça me plaît. Je regarde encore, d'ailleurs, il y a une série Star Trek récente, contemporaine, que je regarde et que j'adore. Enfin bon, bref, ça me suit donc ça m'a suivi toute ma vie, quoi, en gros. Mais surtout, l'univers, c'est aussi l'univers musical, par exemple, l'univers sonore, l'univers... J'ai toujours, quand je compose par exemple, j'ai la sensation d'entrer dans un univers et j'explore cet univers. C'est d'ailleurs, je crois même que c'est ce que j'ai écrit sur mes réseaux sociaux comme présentation, en gros. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être un explorateur. Quand je compose, je suis un explorateur et je récolte ce que je trouve pendant mon exploration. Et cette récolte, c'est la musique que je crée, mais j'ai l'impression de la récolter plus que de la créer. Disons que je la crée à partir des choses que je récolte dans cette exploration. Mais j'ai vraiment cette sensation très concrètement, c'est-à-dire que je vois des choses, j'ai des images quand je compose, je vois des choses et pour moi, toutes les notes de musique que je compose veulent dire quelque chose. Elles représentent ce que je vois. Donc c'est un peu comme si je peignais ce que je suis en train de voir, mais de façon musicale. Enfin, c'est un peu, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais... Quel est l'univers que vous préférez ? Ah, Déjà, oui. C'est clairement l'univers sonore.
Enfin, c'est pas forcément d'ailleurs. Non, pardon, c'est pas celui que je préfère, mais c'est celui que je ressens le mieux et celui dans lequel je me sens le plus à l'aise. C'est-à-dire que c'est celui que je comprends le mieux. Et ça, je m'en rends compte. Je m'en rends compte depuis très longtemps, mais je m'en rends toujours compte. Chaque jour, j'apprends de nouvelles choses où je me rends compte que ah ouais, je suis vraiment plus sensible au son qu'aux autres sens, enfin, au visuel ou notamment, je sais pas, j'ai une mémoire visuelle relativement limitée par rapport à la moyenne. Je sais qu'il y a par exemple un truc qui m'a toujours surpris, c'est que la plupart des gens, quand vous croisez quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un, etc., vous êtes capable après de dire il ou elle était blonde aux yeux verts ou brun aux yeux marrons. C'est une chose, moi, que je ne remarque pas et que je ne retiens pas. Mais y compris ma propre famille. Alors évidemment, pas mes enfants, mais ma propre famille, mes cousins ou des gens très très proches, je suis incapable de vous dire s'ils sont bruns, blonds, s'ils ont les yeux bleus, marrons. C'est pas un truc qui me marque. Je me souviens très clairement de leur regard, mais pas de la couleur. Et de leur voix? Et par contre, voilà, c'est là que je voulais en venir. Par contre, de leur voix, je suis beaucoup plus sensible au son. Ça, c'est quelque chose qui me marque. Et apparemment, ça aussi, j'ai constaté qu'en fait, c'est pas la majorité des gens qui sont aussi sensibles au son, quoi. Donc voilà. Donc l'univers sonore est celui dont je me sens le plus proche et celui dont je fais le plus partie. Je vous propose de passer à mon deuxième mot, et c'est autodidacte. Autodidacte, oui, c'est ça. On ne peut pas me définir mieux que ça. J'ai toujours été autodidacte et dans beaucoup de choses en plus, c'est-à-dire pas uniquement dans la musique. C'est-à-dire que je suis toujours, je sais pas, j'ai toujours fonctionné de cette façon-là. Je me suis toujours appris les choses tout seul, ce qui m'a permis d'apprendre surtout les choses que j'avais envie d'apprendre, évidemment. C'est-à-dire qu'en général, quand on est autodidacte, on ne va pas apprendre des choses qui ne nous intéressent pas. Et je ne sais pas, j'ai toujours eu cette... c'est pas une volonté, j'ai toujours fonctionné comme ça, quoi. C'est comme ça que je sens les choses. J'apprends à ma façon. Je crée mon enseignement moi-même. Je le construis et dans un peu tous les domaines. Je sais pas, j'ai pas d'exemples qui me viennent en tête là. Enfin, à part la musique évidemment, mais parce que j'ai constaté ça en fait. J'ai constaté que j'étais autodidacte bien au-delà de la musique. C'est-à-dire, j'étais autodidacte dans plein de domaines, chose que j'ai remarqué relativement récemment. Je n'avais pas réalisé ça, mais j'ai malheureusement pas d'exemple en tête, donc ça ne veut pas dire grand-chose ce que je vous dis là. Est-ce que le fait d'être autodidacte n'est-il pas lié à votre histoire personnelle? Vous êtes un orphelin de mère. Vous avez perdu votre maman très très jeune. Oui. Avec un père chansonnier, poète. Qui... Oui, sûrement. C'est-à-dire que je n'explique pas pourquoi je suis autodidacte par ça. C'est-à-dire que je n'ai pas analysé le truc plus précisément, mais bien évidemment que le fait d'avoir perdu ma mère, effectivement, quand j'étais enfant, ça crée un choc énorme. Et du coup, ça a un impact énorme sur votre vie. Comme j'ai
parallèlement à ça, donc mon père était un artiste, un poète et un espèce d'ange comme ça, adorable, extrêmement érudit et extrêmement libre, et qui m'a laissé une liberté totale. Les deux choses combinées, évidemment, je pense, je pense que c'est en grande partie ce qui m'a fait devenir autodidacte. Mais je l'ai pas analysé, quoi. C'est-à-dire que oui, enfin si, en fait, tout simplement, peut-être parce que je me suis retrouvé du coup tout petit, très seul. Avec comme les deux compagnons principaux de mon enfance, c'était ma guitare et mon chien. Et du coup, forcément, quand je me baladais avec mon chien, c'est pas lui qui décidait, mais donc il fallait que je décide pour nous deux. Ma guitare, pareil, si je la touchais pas, elle faisait rien toute seule, elle faisait pas de musique toute seule, donc il fallait que je m'en occupe. Donc c'est effectivement probablement ce qui m'a fait devenir autodidacte, c'est que je me démerde tout seul, toujours. Quand je veux aller quelque part, je trouve le moyen d'y aller. Je trouve les outils pour, je crée tout à 100% pour accomplir ce que j'ai envie d'accomplir. Probablement, effectivement, à cause de cette... parce que j'ai été habitué à ça dès mon plus jeune âge, à devoir me démerder tout seul. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont je suis assez fier, et surtout, c'est une force énorme. Donc cette enfance que j'ai eue, quand je dis cette solitude, le fait d'avoir perdu ma mère, etc., c'est pas du tout, je ressens pas ça de manière triste du tout. Au contraire, je sais que ça m'a donné une force, une grande force. Je le souhaite à personne, mais c'est une force. Et un manque aussi. Sûrement. Ces ailes qu'il y a autour de votre cou, elles représentent quoi? Ah, ça, c'est un cadeau de ma femme. Ça représente mes deux filles, tout simplement. Mes deux anges. Ah, les anges, des femmes, toujours. Je vous propose mon troisième mot. On reste un peu dans cet univers. C'est le mot onde. Ah. Alors ça, les ondes, c'est quelque chose auquel je suis extrêmement sensible. Les ondes qu'on ressent dans un lieu, ou les ondes que dégagent les gens, c'est quelque chose que je ressens particulièrement fortement. Je m'en rends compte chaque jour à quel point je le ressens beaucoup plus que la moyenne. Et c'est quelque chose auquel, forcément, du coup, je suis très attentif et très... je fais très attention à ça. Par exemple, dans mon studio d'enregistrement, qui est dans ma maison, hein, je fais très attention à qui je laisse entrer dans le studio uniquement à cause de ça. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des super ondes dans mon studio, qu'on a des bonnes vibes, comme on dit, et je sais aussi que ces ondes sont très fragiles et qu'on peut les salir, on peut les abîmer, et ça, je suis absolument intolérant là-dessus. C'est-à-dire que quand il y a le moindre incident qui pourrait mettre des mauvaises ondes dans mon studio, mais je suis prêt à me battre pour que ces ondes sortent du studio, quoi. C'est-à-dire que si je suis en train, je sais pas moi, je suis en train de m'engueuler avec quelqu'un, ça ne peut pas avoir lieu dans le studio. Si ça démarre dans le studio,
je dis attends, stop, et je prends la personne et je la sors, mais physiquement, de mon studio, et on va s'expliquer à l'extérieur, parce que vraiment juste pour préserver les ondes de mon studio. Et c'est quelque chose c'est une chose à laquelle j'ai toujours été sensible, mais de plus en plus consciemment. Et ce qui est curieux d'ailleurs, parce que c'est un peu paradoxal, je suis à la fois extrêmement cartésien et depuis toujours, j'ai toujours été, même quand j'étais gosse, j'étais complètement dans les mathématiques, etc. J'adorais ça, et ça correspondait parfaitement à ma logique. Je suis d'une logique extrêmement mathématique, etc. Mais par ailleurs, je suis extrêmement sensible aux ondes, à des choses totalement abstraites et totalement irrationnelles, ce que je ne comprends pas bien, mais voilà. Comment vous les ressentez, ces ondes? Est-ce que vous sentez des bonnes ondes avec nous, quand même? Bah là, je me sens un peu seul, mais bon. Vous êtes avec vos propres ondes. Mais ouais. Enfin non, parce qu'il y a des ondes ici aussi. Et puis bon, il y a des ondes, il y a beaucoup de lumière, etc. Mais non, mais tout va bien. Comment je les ressens je sais pas, je les ressens, c'est naturel, je suis comme ça, je suis extrêmement sensible à ce genre de choses. Voilà, c'est un truc que j'ai la chance d'avoir. Et bizarrement, pour moi, ça, par exemple, ça fait partie de tout ça, ça fait partie de la spiritualité. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est des choses que je ne peux pas expliquer de manière cartésienne, mais que je ne peux absolument pas nier, parce que je ressens clairement que c'est une réalité à laquelle je crois et que je ressens sans aucun doute, à ce moment-là, pour moi, ça rentre dans le domaine du spirituel. Voilà. Et ce domaine du spirituel, justement, vous l'appréhendez comment? Quel est votre rapport au spirituel? C'est un peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que j'y suis... Juste par les ondes? Non, enfin... Non, pas juste par les ondes, mais c'est tout... Pour moi, le spirituel, ça inclut tout ce qui n'est pas rationnel, mais que je ressens quand même, et que je ressens sans aucun doute, et dont je me sers, notamment pour la création. Quand je compose, je suis plus dans la spiritualité que dans la rationalité. La musique, c'est des ondes aussi. La musique, c'est des ondes aussi, ouais. Et j'essaie toujours de faire passer des émotions. Ben, les émotions, par exemple. Les émotions, ça n'a rien de rationnel, une émotion. C'est purement abstrait et pas explicable scientifiquement, enfin, pas précisément, quoi. Et néanmoins, c'est indéniable. Et ça, la musique, par exemple, pour moi, la musique, si elle ne contient pas d'émotion, c'est pas de la musique, c'est de la fausse musique. La musique doit forcément contenir une émotion et transmettre une émotion. Si c'est pas, et du coup, c'est évidemment pas par hasard. C'est-à-dire qu'au moment où le compositeur l'a composé, il fallait qu'il soit conscient de ça. En gros, il fait passer un message, quoi. Quand la musique ne contient pas ça, c'est pas de la musique, c'est de l'imitation musique, c'est du toc, quoi. Ça compte pas, ça m'intéresse absolument pas. Et moi, ben, c'est mon moyen d'expression, c'est mon mode d'expression, c'est celui que je maîtrise le mieux, que je comprends le mieux, dont je comprends le mieux le mécanisme et comment arriver à ce que je veux. Je sais mieux le faire avec de la musique qu'avec des mots, la preuve. Vous le faites très bien. Comme on parle d'ondes et de spiritualité,
comment vous appréhendez l'au-delà? Est-ce qu'il y a des ondes là aussi? Alors ça, quelle question. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a réellement la réponse, je veux bien le rencontrer. Mais non, l'au-delà, j'aimerais beaucoup, évidemment, croire qu'il y a quelque chose après la mort. Mais j'avoue que non, j'y crois pas, quoi. J'y crois pas. Alors, peut-être qu'effectivement, ayant perdu ma mère quand j'étais gosse, ça aide pas. Ça aide pas parce que je l'ai pas beaucoup revu depuis, quoi. Donc, s'il y avait quelque chose, s'il y avait un au-delà, j'imagine que je faisais partie des gens bien placés pour le savoir. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait ça. J'ai franchement du mal à le croire. La réincarnation, j'ai du mal à y croire aussi. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange. C'est-à-dire que, en fait, ça, par exemple, voilà, l'au-delà, je vois ça de manière extrêmement cartésienne. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui meurt, ça y est, il n'est plus là, et puis voilà. Alors, en même temps, en vous disant ça, je me rends compte que, en même temps, à chaque fois que j'ai vu quelqu'un qui venait de mourir, ce qui est fou, c'est que on voit instantanément, quoi, quelqu'un qui est mort, on sait sans aucun doute, sans aucune hésitation, en le regardant, on sait qu'il est pas endormi, quoi. Il est plus là. On ressent très fortement ça. Il n'est plus là. Il y a rien dans ce corps. Et ça, c'est étrange, effectivement. Donc, j'en sais rien. Interrogation. Ouais. Dernière petite remarque sur ce que vous portez. Les bracelets que vous avez, Oui. on dirait des chapelets, enfin ce sont des bracelets mystiques un petit peu, non? Un petit peu. Un petit peu, c'est à la fois... Pour quelqu'un de cartésien. Ah comme je vous l'ai dit, je suis à la fois cartésien et spirituel. Et très, voilà. Donc, Ils viennent d'où ces bracelets? La déco, c'est pas très cartésien, c'est plus spirituel. Alors c'est à la fois des souvenirs de voyage, des choses comme ça. Donc il y a un peu de tout. Il y a celui-ci, je sais plus, je crois que c'est un truc que j'ai acheté dans les Caraïbes. Comme ça, parce que ça me faisait plaisir d'avoir un souvenir de ce voyage aux Caraïbes. Et puis c'est joli, c'est un petit truc en bois tout simple. Celui-ci, c'est une de mes filles qui m'a offert ça. C'est de la pierre volcanique qui vient, elle m'avait ramené ça d'Islande. Celui-ci, je ne sais plus. Celui-ci, ça vient d'Inde. Et c'est une amie qui me l'a offert. Plus spirituel. Donc c'est plus spirituel, mais c'est un cadeau. Là, ça, par contre, c'est pas moi qui l'ai ramené. Je ne suis pas encore allé en Inde, malheureusement. Et celui-ci, ça j'ai acheté ça en Chine, et c'est tibétain, en fait. C'est un petit bracelet tibétain. Parce que oui, voilà, le bouddhisme moi, je suis pas religieux du tout, mais le bouddhisme, j'avoue qu'il y a des choses que je trouve très intéressantes dans le bouddhisme, qui me paraissent plus adaptées à nos temps. Ok, après ce tour du monde et des religions un petit peu, je vous propose le dernier mot. Un mot un peu syncrétique, puisque c'est communion. Communion. Oh là! Communion. Alors ça, donc là, moi, je n'y vois aucun sens religieux, évidemment, puisque je ne crois pas avoir fait ma communion. Enfin, je suis à peu près sûr même que je ne l'ai pas faite.
Non, en revanche, communion, pour moi, la communion, c'est notamment quand je suis en concert, il y a parfois des moments totalement magiques entre les musiciens et le public. Et ça, par exemple, c'est des moments de communion. Et c'est marrant d'ailleurs parce que vraiment le premier truc auquel je pense là tout de suite, c'était il y a quelques jours, j'étais en concert avec mon groupe. Donc c'est pas le ciné-concert, hein, c'est mon groupe un peu jazz, fusion, pop. Et on jouait dans un club de jazz à Paris et le concert était particulièrement bien. Et il y a eu plusieurs moments où pendant qu'on jouait, on se regardait entre les musiciens, on se regardait on était... on n'en revenait pas nous-mêmes, quoi, tellement c'était bien. Or, c'était pas du tout dans le sens ouais, qu'est-ce qu'on est bon. Pas du tout. C'était justement plus dans ce sens-là, le sens de communion, où il se passe un truc magique. Quand on joue de la musique, de la vraie musique, hein, donc comme je disais tout à l'heure, celle qui exprime quelque chose, etc. Il y a des moments où on entre vraiment dans une espèce de transe et où on n'est plus un musicien en train de jouer, on est la musique, on est un des éléments de la musique qu'on est en train d'entendre et on fait partie d'un tout qui est cette musique. Et vraiment, c'est pas intellectuel ce que je vous dis, c'est vraiment une sensation très claire, enfin très claire, à la fois très abstraite et très claire, on sait plus ce qu'on est en train de faire, on est une partie, on est comme une cellule de cette musique. Et c'est ce qu'on ressent parfois quand on joue, et notamment là, il y a 3 jours, c'est ce qui s'est passé plusieurs fois dans la soirée, et c'est magnifique quand ça arrive, parce que soudain ça fait un sens avec ce qu'on est au départ. Vous savez qu'on est tous, comme on dit, poussière d'étoiles, atomiquement parlant, quoi, moléculairement parlant. Et du coup, les moments comme ça, là, où on est en train de jouer de la musique et où il y a cette communion aussi forte, c'est un petit peu comme si on retrouvait un état comme ça où réellement on est une partie d'un tout, ce qui est quand même extrêmement rare. Vous nous parlez de la musique des sphères, là. Non, je vous parle de la musique. Je vous parle de la musique, la vraie musique. D'une certaine façon. Cette harmonie, justement, entre ce que vous dites, entre la musique, l'infini, et puis une forme de rationalité inscrite dans l'univers. On fait la boucle est un petit peu bouclée. Comme on parle de communion, je pense aussi à la communion familiale. Vous travaillez en famille aussi, avec votre fille, Mitivaï? Oui, enfin, on travaille en famille. Non, disons qu'on a fait... Un petit peu. Oui, on a fait cette chanson pour le film Anna de Luc Besson. Luc voulait un endroit, il voulait une chanson, et donc j'ai composé cette chanson donc pour moi il fallait une voix féminine puisque l'héroïne du film est une femme, et j'avais composé cette chanson et j'avais demandé à ma fille qui chante comme ça pour s'amuser puis par passion parce qu'elle adore ça. Je lui avais demandé de chanter sur la maquette, puisque j'avais besoin d'une voix féminine, et que la mienne n'est plus tellement féminine. Et donc je lui avais demandé de chanter sur la maquette. Et quand j'ai fait écouter la maquette à Luc pour qu'il me valide la chanson, moi j'avais l'intention, a priori, de la faire chanter par une chanteuse professionnelle, quoi.
Et Luc écoute et il adore la chanson et il me dit ah puis c'est marrant en plus cette voix un peu enfantine comme ça rajoute un truc et tout. Et là soudain mes yeux se sont allumés. Je dis mais quoi, tu veux dire que ça pourrait être elle qui chante la version définitive? Il me dit bah oui, pourquoi pas. Et donc là c'était le plus beau jour de ma vie et un très beau jour de la vie de ma fille aussi. Elle était super contente et puis moi super fier de pouvoir faire chanter ma fille dans un disque qui allait sortir dans le monde entier. C'était génial. Donc c'était une très belle aventure. Et puis depuis, elle continue à prendre des cours de chant et à chanter, etc. Mais pour l'instant, on n'a encore rien fait d'autre. On n'a fait donc qu'une seule chanson ensemble. C'est peu. À suivre. Bon, merci beaucoup Éric Serra. Je vais revenir auprès de vous pour la dernière partie et la conclusion. Ah bon. À tout de suite. À tout de suite. Alors, Éric Serra, comment avez-vous vécu cette expérience? Quelle expérience? C'est 30 minutes où vous étiez seul, face à des mots. Ah oui. C'était terrorisant, mais... C'est vrai, non? Non, j'exagère. Non, mais c'est toujours... Vous l'aviez déjà vécu dans d'autres interviews? Non. Non. Non, parce que c'est très très rare. En fait, j'ai l'impression que c'est la première fois même dans ma longue carrière qu'on vous pose des questions intéressantes, quoi. Et là, c'était le cas. Je vous remercie. Pas forcément intéressant, il y avait des mots. C'est vous qui vous êtes exprimé sur des mots. Oui, mais c'est ça. Mais du coup, c'est rare. D'habitude, on pose des questions, la plupart du temps, stupides, inintéressantes, et surtout, c'est toujours les mêmes questions. Du coup, pour nous, enfin pour moi, c'est pas très passionnant, parce que je réponds à des questions... Déjà, je réponds aux mêmes questions les 3/4 du temps. Et deuxièmement, c'est souvent des questions qui n'ont pas trop de sens. Parce que la musique, c'est quelque chose de particulièrement abstrait. C'est-à-dire, on ne peut pas faire plus abstrait que la musique. Du coup, les gens qui ne sont pas musiciens, forcément, ils ne comprennent pas ce que c'est la musique. Ils ne peuvent pas savoir. C'est trop abstrait. Donc, les journalistes, la plupart des journalistes n'étant pas musiciens, les seules questions qu'ils posent, c'est des questions qui ne sont pas vraiment musicales, c'est des questions plus people, genre comment vous avez rencontré Luc Besson, alors elle est jolie, Nathalie Portman, enfin des conneries quoi. Donc des trucs sans intérêt. Quand ils posent des questions soi-disant d'ordre musical, c'est souvent stupide parce qu'ils ne sont pas musiciens, donc ils ne connaissent rien. Donc, parmi les 4 mots, il y en a un qui vous a particulièrement capté, intéressé, qui a dépassé les autres? Alors, attendez, il y avait univers, autodidacte, onde, communion. Bravo. Celui qui m'a le plus intéressé, c'est onde. Parce que... Intéressant pour nous tous d'ailleurs. Parce que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et c'est quelque chose... Je pense souvent à ça. C'est quelque chose qui me préoccupe tout le temps, en permanence. C'est-à-dire que j'y suis très attentif en permanence depuis toujours. Donc forcément, c'est quelque chose que je connais un peu mieux que la moyenne. Et du coup, ça me passionne et ça m'intéresse et j'aime en parler. Autodidacte, ça aurait pu être le cas aussi parce que c'est pareil, c'est quelque chose mais c'est beaucoup moins abstrait déjà. Et puis, ça m'aurait demandé un peu plus de réflexion pour en parler, en fait. Je me suis fait un peu, pas piégé, mais j'ai été pris de court, quoi. J'y ai pas assez réfléchi. Or, je me souviens que j'ai eu plein de réflexions à ce sujet depuis pas très longtemps, depuis quelques années. J'aurais bien aimé que ça me revienne à l'esprit pour vous en parler, mais malheureusement, c'est pas revenu. Bon, c'est pas grave. Et celui qui m'a le plus dérouté, c'est Communion. Communion. Parce que vous, justement, vous l'avez peut-être pas faite, votre communion. Vous savez plus très bien. Voilà, du coup, pour moi, Communion, au départ,
c'est un mot religieux. C'était pas un piège. Alors qu'en fait, ça n'est pas forcément. C'est un mot universel. Merci infiniment, Éric Serra. On peut vous entendre bientôt de nouveau dans des ciné-concerts donc du Grand Bleu. Le premier, vous partez en tournée. Ça démarre donc le 23 avril. Je crois que c'est le premier ciné-concert. Et puis, vous retournez à Paris, je crois aussi le 22 mai, il me semble, pour les dates. Paris, c'est les 2 dernières dates de la tournée. Je crois que c'est 23-24 mai, non? Moi, j'avais vu 22 mai. En tout cas, ou 22-23. Fin mai, on trouve tout sur Internet. Une expérience en tant que telle à entendre et à voir. Donc, le Grand Bleu en version ciné-concert. Merci beaucoup. Il paraît que c'est vachement bien. Éric Serra. Merci à vous. Derrière vos écrans, vous pouvez retrouver le replay de cette émission sur kto-tv.com. À bientôt.